Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder une vidéo que j'ai envie d'aborder depuis très longtemps, le culte de la minceur et de la beauté et de la perfection en général en Corée du Sud. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce que c'est une culture qui m'attire énormément, je n'ai jamais été, je n'ai simplement que la vision d'une petite européenne qui s'intéresse à la culture sud-coréenne. Et j'ai toujours eu personnellement cette image de personnes parfaites, qui travaillent à fond, des étudiants super doués, une culture où la discipline est quand même super importante, mais surtout aussi une culture où le culte de la minceur est très présent, peut-être trop présent, et que ça a des répercussions aussi négatives, surtout sur les réseaux sociaux, notamment chez les stars, les acteurs, les chanteurs, etc., etc. On entend quand même de plus en plus parler de ça, et de tous les problèmes que ça engendre. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais en Corée du Sud, le taux de est 4 fois plus élevé qu'en France. Et bien souvent, de nombreuses fois, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils se mettent autant la pression? Pourquoi ils veulent autant être parfaits? Pourquoi ils se poussent à bout comme ça? Quelle doit être leur santé mentale? Comment ça se fait que cette culture en est là aujourd'hui? J'ai toujours voulu comprendre ça m'a pris énormément de temps pour écrire cette vidéo parce que je savais pas vraiment par quel côté commencer. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça et que ça remontait à il y a très longtemps, que c'était pas du tout nouveau, ce culte de la minceur et de la beauté et de la perfection. Donc aujourd'hui, pour vous, j'ai réussi à décortiquer un petit peu ça. Mon script est fouillis, genre vraiment, j'ai jamais eu un script aussi grand qui partait dans tous les sens. C'est pourquoi j'ai décidé de diviser cette vidéo en 2 parties aussi, mais je vais y revenir plus tard, vous allez vite comprendre. Pour mieux comprendre du coup qui sont ces personnes, il faut absolument faire un bond dans le temps et parler un petit peu de l'histoire de la Corée du Sud. Alors ce n'est pas le sujet principal de la vidéo, c'est surtout pour que vous compreniez correctement pourquoi ils ont une telle personnalité. Donc je vais parcourir l'histoire des Sud-Coréens, mais sans rentrer dans les détails, donc vraiment de manière super résumée. Je vous mets quelques vidéos si vous êtes intéressé par ce sujet. N'hésitez pas à aller voir, les vidéos sont vraiment bien faites. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant de longs siècles, des longs millénaires, la Corée du Sud, et la Corée en fait, enfin le territoire, parce que ça n'a pas toujours été la Corée du Sud, ça fait pas longtemps que c'est la Corée du Sud, s'est toujours fait piétiner, tout simplement par sa localisation. Il faut savoir que ce territoire a vécu beaucoup de conflits, surtout entre le Japon, la Chine, il y a eu le Japon, la Russie, etc., etc. Et de par sa localisation, elle s'est toujours fait piétiner comme jamais. Elle s'est fait aussi coloniser, surtout par les Japonais, qui ont essayé de vraiment les écraser et supprimer leur culture. Ce qui fait que les Coréens n'ont jamais pu, ou très tardivement, se concentrer sur leur identité propre. Encore une fois, c'est méga résumé ce que je suis en train de vous raconter là. Au XXe siècle, il y a eu la grosse guerre de Corée, donc en 1950, qui a duré 3 ans. Donc c'est à ce moment-là que la Corée est devenue Corée du Sud, Corée du Nord. Et en 1953, donc après la guerre, c'était une grosse catastrophe pour la Corée du Sud. Je ne connais pas l'histoire de la Corée du Nord. Ils avaient absolument tout perdu. Il y avait de la pauvreté extrême, leur économie n'existait pas. Tout était en ruine. Enfin vraiment, la Corée du Sud, c'était un pays, mais il n'y avait rien qui existait. Tellement pendant des siècles et des siècles durant, ils se sont fait piétiner. Et c'est dans les années 60 et 70 que le gouvernement de la Corée va un peu taper du poing sur la table en disant ça suffit. Maintenant, il faut essayer qu'on prenne de la grandeur, il faut essayer qu'on s'enrichisse un petit peu. Ils vivaient principalement d'importation. Et là, le plan d'action, c'était vraiment de dire c'est fini l'importation, on va commencer à exporter de manière à ne plus dépendre des autres et surtout à s'enrichir et à grossir et à lutter contre cette pauvreté extrême et à reconstruire un petit peu notre société, notre identité et à devenir vraiment un pays peut-être pas important, peut-être pas qu'il se disait un pays important à ce moment-là, mais disons reconstruire vraiment l'identité, l'économie et tout ce qui fait d'un pays un pays. J'espère que mes explications sont ok parce que ça me paraît vraiment bancal. Donc si vous suivez bien, ça veut dire qu'on est 70 ans en arrière et qu'on parle toujours de pauvreté extrême. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la Corée du Sud, c'est un des pays les plus riches, les plus développés, les plus importants, les plus influents. Ce qui est quand même dingue parce qu'en 50 ans, ça s'est vraiment métamorphosé du tout au tout à beaucoup de points de vue. La Corée du Sud va donc miser sur plusieurs domaines pour relancer et lancer son économie. L'industrie manufacturière, les technologies et les innovations et comme je vous ai dit, l'exportation et les commerces à l'international. Et finalement, pour couronner le tout, le gouvernement va reconnaître que pour reconstruire et faire grandir l'économie du pays, le pays va avoir besoin de main-d'œuvre hautement qualifiée. Et donc il va investir massivement dans le système éducatif, donc pour voir vraiment sur le long terme, de manière à ce que l'éducation soit vraiment accessible pour le plus grand nombre de citoyens. Ce qui était vraiment un coup ultra malin de voir au long terme et de miser sur l'éducation, chose qu'on ne fait pas du tout dans nos sociétés et qui serait quand même sacrément important, je pense, selon moi. Donc encore une
une fois, ça c'est méga résumé. Bien sûr, il existe plein de vidéos pour vous expliquer un petit peu tout ça, mais c'est pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui ils ont ce mindset de se relever, travailler à fond, une éducation parfaite, toujours miser sur l'économie, faire grandir les entreprises, etc. En fait, ça vient de leur lourd passé. Je pense qu'il y a eu tellement un gros changement dans les années 60-70 par rapport à ça, que ça a changé toute la société et qu'à partir de là, il fallait vraiment avoir une éducation la plus incroyable possible, être vraiment hautement qualifié, se trouver un boulot et taffer d'arrache-pied pour que l'entreprise soit toujours plus grande, pour que la Corée du Sud soit toujours plus grande et pour vraiment viser la prospérité au maximum. Donc en fait, ça vient vraiment de leur passé. Et effectivement, avec ce changement dans les années 60-70, 50 ans plus tard, ils sont passés de pauvreté extrême à un des pays les plus riches, ce qui est quand même dingue. Mais vous allez le voir, tout ça n'est pas sans conséquences, et c'est pas parce que l'économie d'un pays va bien que le pays va bien. Et vous allez vite comprendre de quoi je parle. Pour que vous compreniez à quel point ils sont carrément obsédés par la perfection, par la discipline, par la productivité, par les performances, etc. Un étudiant étudie en moyenne 12 heures par jour. Je sais pas si on se rend compte. Donc ils vont à l'école, et pour la plupart, après l'école, ils sont inscrits dans une école privée, donc ils payent cher et vilain l'école privée, pour avoir une espèce de deuxième journée après leur première journée, pour toujours prendre plus d'avance sur le programme scolaire, et comme ça, être le meilleur des élèves, et donc aller dans la meilleure des universités, et donc avoir le meilleur boulot qui soit plus tard, et donc faire la meilleure des carrières plus tard. Donc, de leur plus jeune âge, ils sont vraiment tout de suite conditionnés à taffer pour être vraiment le meilleur dans cette société. Nous, les élèves coréens, nous finissons nos devoirs même s'il est 1h ou 2h du matin. On n'a pas le choix. Ce qui est horrible quand t'as 15-16 ans, t'as pas envie d'étudier 12 heures par jour, t'as une vie qui t'attend quoi. Et que t'es 16 ans ou plus jeune ou plus âgé ou adulte ou vieillard, t'as une vie qui t'attend quoi. Enfin, moi je trouve ça ouf, mais c'est complètement décalé de notre société, de notre façon de penser ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'ils ont donc taffé à fond, qu'ils ont eu leur diplôme, qu'ils ont décroché le boulot, et après ça continue aussi au sein même de l'entreprise. Il faut savoir que les Sud-Coréens sont 100% dévoués à leur entreprise, qu'ils font en moyenne 60 heures de travail par jour et qu'ils font aussi des heures sup qui sont parfois pas payées, mais c'est normal parce qu'ils sont dévoués pour l'entreprise. Et parfois, c'est pas rare de voir des personnes travailler la nuit, de faire des nuits blanches. À 4h du mat, t'as encore un collègue qui est là. Et alors, c'est pas rare non plus dans les entreprises qui ont un peu d'argent d'avoir des endroits avec des sièges massants, etc., pour que quand même les employés se reposent de temps en temps. Et c'est tout à fait normal chez eux. Et c'est tout à fait normal que parfois, une personne ne rentre pas chez elle parce qu'elle fait une nuit blanche au travail, etc. C'est vraiment horrible. Et au final, quand on voit un petit peu au niveau des heures de boulot, les Sud-Coréens travaillent 2 fois plus que les Français. Et en fait, c'est tout simplement pour ça qu'en 50 ans de temps, ils ont réussi à redresser le pays. Mais c'est juste horrible, parce que ça veut dire que ces pauvres personnes n'ont pas de vie de famille, n'ont pas de vie sociale. Ils vont pas boire un verre après le travail. Enfin, c'est vraiment très difficilement concevable pour nous, Européens. Et moi, si j'avais quelqu'un dans mon entourage qui faisait ça, je lui dirais, mais s'il te plaît, t'es en train de te tuer, quoi. Enfin, c'est inimaginable chez nous. C'est vraiment, c'est la pire des façons de prendre pas soin du tout de sa santé mentale. Et c'est pas pour rien que le taux de est 4 fois plus élevé là-bas, en Corée du Sud, parce qu'ils ont cette pression sociale ultra difficile. Il faut être le meilleur, il faut réussir, surtout l'école, il faut réussir l'UNIF, il faut réussir sa carrière, il faut travailler toujours plus, il faut travailler en moyenne 12 heures, mais ça veut dire qu'il y en a qui travaillent 15 heures en étant étudiant à 15-16 ans, en moyenne 60 heures, mais donc il y en a qui travaillent quand même plus que 60 heures aussi, et en fait juste la pression est tellement trop que les taux de sont inimaginables en Corée du Sud, quoi. Mais donc c'est catastrophique. Pour le bien de la vidéo, j'ai regardé un petit peu des documentaires et tout, et en donné dans un documentaire, on suit un gamin donc qui vise vraiment la meilleure des universités, et lui il travaille une 15aine d'heures par jour pour l'école, et donc il va à l'école. Après l'école, il va dans sa 2e école. Après sa 2e école, il rentre, il est 23h minuit, il fait ses devoirs. Après ses devoirs, il rentre, il mange, il dîne chez lui à 1h du mat, il s'endort, et le lendemain à 7h, il est réveillé, il va à l'école, quoi. Et dans le documentaire, il arrive pas à se lever, donc il se lève à la bourre, et donc il prend pas de petit-déj, et donc il est encore plus crevé, et donc, enfin, c'est juste un enfer, quoi. Moi, mon fils, mais jamais de la vie, je dis mon fils parce que c'était un gars, mais jamais de la vie, je permets ça, c'est impossible, quoi. Ça, c'est pour le tuer, et la mère disait dans le documentaire que tant qu'il tenait, ça continuait, et qu'il ferait ça jusqu'à ce qu'il tienne. Ouais, mais en fait, quand il tiendra plus, et qu'il aura trop de pression sociale, et qu'il aura peur de décevoir ses profs, ses parents, etc., et qu'il se jettera d'un pont, enfin, c'est juste pas possible, quoi.
Et ils ont une vision, enfin c'est comme ça, c'est dans leur culture. Parce qu'un truc aussi qu'il faut savoir, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou si les choses ont changé, mais en tout cas dans les documentaires que j'ai vus, qui datent je pense entre 1 et 3 ans à chaque fois, il faut savoir aussi que la sécurité là-bas n'est pas du tout la même qu'en France. Donc par exemple c'est beaucoup plus facile de virer une personne là-bas que ici en France où les travailleurs sont quand même extrêmement protégés. Et alors là-bas il y a le système du chômage qui est beaucoup moins bien ficelé ici, il y a beaucoup moins d'argent à la clé entre guillemets, et donc il y a aussi cette pression financière et de sécurité qu'ils ont beaucoup plus là-bas que chez nous. Encore une fois je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous expliquer à quel point ils ont une pression constante sur leurs épaules, rien que parce que la société leur dicte d'être en termes de discipline, et c'est juste mortel au sens propre quoi. Alors un truc aussi qu'il faut comprendre, et c'est là que vous allez comprendre aussi pourquoi je vous en parle, parce que là c'est vrai qu'on parle de santé mentale, donc au final c'est dans les sujets que j'aborde habituellement sur ma chaîne YouTube, mais vous allez voir que la suite des vidéos, on rentre vraiment dans le vif du sujet de ce que j'ai l'habitude de vous expliquer généralement, c'est les standards de beauté. Vous allez me dire mais quel est le lien? Eh bien j'ai compris en fait le lien entre ce culte de la minceur, de la beauté et de la perfection, parce que c'est vrai que c'est le titre de cette vidéo finalement, bah c'est justement cette pression d'être toujours le meilleur dans cette société. Parce que je vous explique. En gros, il y a beaucoup de personnes ultra qualifiées pour très peu de boulot. Et donc quand on arrive à la fin de ses études, qu'on cherche un boulot, ou qu'on cherche un nouveau boulot, et qu'il y a X personnes qui se présentent pour un poste, eh ben qui va être choisi? Généralement, ça va être la personne qui va correspondre le plus à leur standard de beauté. Et alors ici, c'est quelque chose qu'on n'assume pas du tout, parce que c'est extrêmement mal vu dans notre société de dire toi t'es gros, on te veut pas, on veut quelqu'un de fin. C'est impossible de le dire. Et si on le dit dans nos sociétés, on passe devant le juge et l'entreprise passe un sale quart d'heure quoi. Là-bas, c'est tout à fait assumé. Quelqu'un va passer un entretien d'embauche, il va pas être pris. Cette personne peut rappeler l'entreprise pour savoir pourquoi j'ai pas été pris. L'entreprise peut clairement lui dire bah votre visage nous a pas plu, tu n'es pas assez fin, ton visage ne m'est pas assez familier. Enfin là-bas c'est normal quoi. Et alors plus encore, quand ils vont postuler dans une entreprise, l'entreprise peut demander toutes les informations nécessaires à savoir, enfin nécessaires pourquoi, mais sur ton anatomie. Dans le documentaire, encore une fois, il y avait un gars donc un jeune gars qui sortait de ses études, qui cherchait un boulot depuis des années et des années, et qui expliquait que qu'il avait dû remplir des fiches où voilà, il donnait le tour de ses cuisses, le tour de son buste, etc., avec des photos de son corps pour que l'entreprise ait vraiment tous les détails possibles sur le physique du gars. Et c'est horrible. On me fait comprendre que je ne corresponds pas à l'image de l'entreprise. On me dit « Vous êtes trop mince, votre visage est trop fin, vos yeux sont trop petits. » Et à la fin, je ne suis pas pris à cause de mon physique. Là-bas, en Corée du Sud, la perfection, le fait d'être fin, le fait d'être mince, le fait d'être bien sur soi, de sentir bon, d'être vraiment bien habillé, de correspondre aux standards de beauté, correspond en fait à la discipline et à comment tu prends soin de toi. Et donc c'est vraiment le reflet de comment tu vas travailler et comment tu vas paraître dans notre société en fait. Et donc là-bas, c'est extrêmement important. Ce qui pousse, du coup vous l'avez compris, à faire énormément de chirurgie esthétique pour correspondre au maximum aux standards de beauté. Et c'est là que tout devient extrêmement dangereux parce que c'est vraiment ultra normalisé chez eux. C'est tout à fait ok qu'une entreprise te prenne pas parce que quelqu'un de plus beau que toi, qui correspondait plus aux standards de beauté, s'est présenté et a été accepté. Et donc ça va pousser les gens énormément. Dans une vidéo, on parlait de 1 femme sur 5, après je n'ai pas les ressources officielles, et apparemment 15% des opérations sont des hommes. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a vraiment énormément de gens qui y passent. Et apparemment, on peut déjà voir des jeunes de 20 ans passer sous le bistouri pour vraiment se refaire la paupière, se refaire d'un lifting, se tirer la peau, etc., pour correspondre le plus possible aux standards de beauté et être intégré le mieux possible à la société. Ce qui est complètement fou aussi, c'est que c'est tellement normalisé que là-bas, on se balade dans la rue, il y a des publicités pour la chirurgie esthétique absolument partout. Enfin, quand je vous dis que c'est normalisé, c'est plus que normalisé. C'est chez nous, il va y avoir des pubs pour Burger King. Chez eux, c'est chirurgie esthétique. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Chose que j'ai vue, par contre, ça, je sais pas si vous connaissez l'influenceuse Romy qui est partie il y a pas longtemps en Corée du Sud. Elle a émis une story où en gros on voyait qu'à côté c'est pas des escalators, mais vous voyez les espèces de tapis qui roulent tout seuls de manière à pas marcher. Et ben il y avait à côté un dispositif, ça s'appelle un nudge marketing, où en gros il était marqué si tu marches à côté, ben au bout de X mètres t'as perdu X calories. Au bout de X mètres t'as perdu X calories. Ça s'appelle un nudge marketing. Un nudge marketing, c'est un coup de pouce, c'est ça la traduction, qui va vous influencer à faire un choix entre deux situations sans vous l'imposer, mais
qui manipule un peu, entre guillemets, votre esprit pour vous pousser à faire le bon choix, vous voyez. Un exemple en santé publique de nudge marketing, c'est par exemple, à côté d'un escalator, mettre des escaliers avec des notes de musique, comme un piano géant par exemple, ce qui va influencer les gens à « c'est marrant, on va marcher pour faire de la musique », et donc les gens vont être plus influencés à prendre les escaliers plutôt que les escalators. Et donc ça c'est un nudge marketing axé sur la santé publique pour essayer de faire du sport aux gens. Et ben c'est la même chose en Corée du Sud, mais un peu plus trash quand même, pour toujours pousser les gens à se dépenser et être toujours plus fins, toujours plus maigres. Je pense à un autre nudge pour que vous compreniez bien, je pense que c'est à Londres, mais je suis pas sûre de moi, où en gros vous allez dans n'importe quel restaurant, mais surtout les grosses enseignes, par exemple Starbucks, à côté de chaque café, il y a le nombre de calories, et donc ça va influencer, mais ça c'est un nudge un peu plus négatif je trouve, mais ça va influencer les gens à se dire bah voilà, un café à 1000 calories, bah bof, et donc ils prennent moins de Starbucks, et donc c'est un dispositif du gouvernement pour que les gens fassent attention en fait à ce qu'ils mangent. Et ben en Corée il y a ce genre de choses, mais toujours pour pousser les gens à être de plus en plus fins, de plus en plus maigres. Mais c'est vrai qu'au quotidien c'est très dur, parce que dans une société comme les États-Unis où ils essayent par exemple de trouver des dispositifs pour essayer de faire bouger les gens, pour essayer de lutter contre l'obésité, on peut comprendre parce que c'est une société qui est bouffée par l'obésité. Mais en Corée, quand on regarde, c'est une toute autre démarche parce qu'il y a très peu d'obésité en Corée du Sud. Les gens sont déjà très fins et il y a vraiment cette façon de matrixer la population à dire voilà, il faut toujours être le plus fin possible, toujours être le plus maigre possible, toujours être le plus beau possible, parce que sans ça, vous allez être mal vu dans la société, mais au-delà de ça, vous allez même pas trouver de boulot. Et donc c'est extrêmement trash à quel point ce culte de la perfection est parti loin et à quel point ça affecte aujourd'hui énormément de gens dans la société sud-coréenne. Alors du coup, on va vite fait parcourir quels sont les standards de beauté, parce que vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté où ils tendent vraiment vers les physiques occidentaux, notamment au niveau des yeux. Donc ils veulent absolument tous la double paupière. La double paupière, qu'est-ce que c'est? C'est comme nous. Vous voyez, on a la paupière et ici le dessus. Et donc on a vraiment une scission entre guillemets entre ces deux paupières-là, vous voyez. Ce qui fait qu'on a les yeux beaucoup plus grands. En Asie, ils ont les yeux beaucoup plus bridés et ils ont une simple paupière qui fait que, je vais vous mettre des photos, ça va être beaucoup plus parlant, ce qui fait que ça rapetissait les yeux et qu'ils ont des yeux beaucoup plus bridés. Et ben là-bas, la chirurgie la plus courante, tous les jours, les chirurgiens font cette chirurgie, ils anesthésient localement, enfin vraiment, en quelques minutes, c'est fait pour eux, c'est vraiment la routine. Et ben c'est l'opération de la double paupière, opération qui va du coup pouvoir agrandir les yeux. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus courant en Corée. Alors le truc très courant aussi, c'est d'avoir la peau la plus blanche possible. Là-bas, ça va encore plus loin parce que ils vont pas juste à l'ombre quand ils sortent boire un verre, non. Ils vont se mettre des crèmes blanchissantes et faire voilà de la chirurgie, encore une fois, pour vraiment blanchir un maximum la peau et avoir cet effet peau de porcelaine, donc vraiment zéro imperfection, la peau la plus blanche possible, la immaculée possible. Donc ça, c'est aussi un truc hyper courant parce que parfois avec une simple crème, avec simplement du maquillage, ça se fait. Alors il y a le visage en V, donc les hommes c'est vraiment visage en V. Les femmes, ils disent que c'est un œuf à l'envers, donc c'est vraiment cette forme de visage petit, visage en V. Alors j'ai vu des avant-après de chirurgie esthétique qui se faisait beaucoup là-bas, et c'est drôle parce que parfois je vois des hommes ou des femmes qui ont la mâchoire hyper carrée et qui se font une opération chirurgicale pour vraiment avoir le visage beaucoup moins carré, beaucoup plus rond, beaucoup plus pointu. Alors que ici, on se muscle la mâchoire pour avoir la mâchoire la plus carrée possible. Donc vous voyez, encore une fois, d'une culture à une autre, ça change complètement. Et au final, on est purement conditionné par la société, les amis. C'est plus du tout une question de ce qu'on préfère ou non. C'est vraiment qu'est-ce que la société dit. Il faut qu'on fasse ce que la société dit, ce que les standards de beauté disent. Et c'est fou. C'est fou parce que c'est vraiment le meilleur exemple. Et quand je voyais des avant-après, je voyais parfois des mecs avec la mâchoire ultra carrée et avec des yeux bridés. VS, la tête beaucoup plus fine, donc plus du tout carrée, avec des grands yeux ronds. Et c'est fou parce que dans notre société, il aurait été beaucoup plus beau avant, justement avec ses yeux un peu en chat, avec la mâchoire carrée, plutôt que après. C'était fou comme remarque. Il faut absolument que je retrouve cette photo pour que vous compreniez ce que j'ai ressenti. Mais c'était assez impressionnant, quoi, finalement. Alors là-bas, ils ont tendance à avoir aussi une ossature du crâne beaucoup plus plate, donc sans relief. Et donc c'est très beau aussi là-bas d'avoir la zone du T ici un peu plus avancée, comme nous en fait. Ça, c'est très bien perçu là-bas. Alors ils ont aussi une petite paupière ici, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça aussi c'est très bien vu d'avoir là-bas. Ils aiment beaucoup tout ce qui est mignon, vous voyez, avec des lèvres fines, mais enfin ils disent que c'est des lèvres fines. Moi je trouve que c'est quand même un peu pulpeux, mais un petit peu en cœur comme ça, vous voyez. C'est mignon, quoi. C'est la mignonnerie en Corée du Sud, c'est beaucoup la mignonnerie. Alors pour les femmes, il faut donc être fin, voire maigre, parce que là-bas les grandes tailles mannequins, c'est vraiment les femmes fines ici chez nous, en France et en Belgique. Donc là-bas c'est vraiment fin, voire maigre, mais il faut quand même quelques formes. Donc apparemment il y a beaucoup de
de fitness qui se font, de pilates, de yoga, etc., etc., pour se muscler, mais quand même pas trop se muscler. Alors il faut aussi avoir des belles épaules, mais angle droit, vous voyez. Donc le trapèze, comme moi ici, mon trapèze, c'est pas beau du tout. Et donc elles se font des piqûres dans le trapèze pour qu'ici ça s'atrophie, que le trapèze disparaisse, de manière à avoir vraiment le cou ici angle droit. Et c'était un peu la trend de Barbie Botox d'ailleurs, qui est arrivée dans chez nous quoi, après le film Barbie. C'était vraiment avoir les épaules en angle droit. Donc là-bas ça se fait aussi énormément. Et apparemment les hommes le font aussi, mais eux pour avoir le cou le plus long possible. Là-bas il faut que l'homme soit grand, donc 1m80, et il faut qu'ils aient des larges épaules pour avoir ce côté protecteur, viril, etc., etc. Enfin, c'est vraiment des standards de beauté très tac-tac, quoi. Et donc, vous voyez que tous ces standards de beauté, c'est vraiment du tout au tout, ça change vraiment d'un pays à un autre, d'une culture à un autre. Et là-bas, encore une fois, c'est tellement irréaliste comme standard. Enfin, il y a des gens qui se font rapetisser la tête, sérieusement, quoi. Il y a des gens qui se font agrandir les yeux, juste pour trouver du travail. Non, mais c'est ça qui est vraiment horrible, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est bien la chirurgie esthétique, parce que si t'as les moyens, ben, autant te l'offrir, et comme ça, au moins, t'as plus confiance en toi. Oui, mais pourquoi tu le fais? Parce que tu te sentais pas bien? Parce que c'est des choses qui sont dictées par la société. C'est des standards de beauté, on est conditionné, et il faut ressembler à ça. Et donc on le fait. Donc ça part déjà d'un truc pas très positif. Et le fait de le faire va continuer ce truc de influencer les gens qui ne l'ont pas fait et qui souhaiteraient quand même le faire. Et donc c'est pas positif par la suite non plus. En fait, ça va être positif parce que toi, ça va peut-être régler ton problème sur le moment T, tu vas te sentir bien dans la société, tu vas trouver du travail, donc ça règle quand même un gros problème. Mais ça ne réglera pas le problème sur le long terme, ça ne réglera pas le problème de la société profonde sud-coréenne. Quelque chose qui va amener une dimension encore plus dangereuse, c'est les idoles K-pop. C'est quoi les idoles? Est-ce que les idoles c'est les fans ou est-ce que les idoles c'est les stars? Je sais pas, j'ai jamais compris. J'ai trop du mal avec ce monde-là, il y a trop de termes. Donc bref, les stars de K-pop, bah forcément ils vont amplifier ces standards de beauté. Dans n'importe quelle société, quand on regarde un petit peu, j'ai l'impression que tout ce qui est acteurs, chanteurs, personnalités, influenceurs, etc. vont un petit peu refléter la société quant aux modes, standards de beauté, etc., etc. Nous, j'ai l'impression que dans notre société, on court de plus en plus à tout ce qui est diversité, inclusivité, etc., etc. Et donc, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que dans les films, les séries, les gens qui sont à la mode, entre guillemets, les personnalités, les influenceurs, vont refléter hyper fort les demandes de la société. Je pense tout bêtement à l'actrice de Pénélope dans Bridgerton. Alors après, vous allez me dire, ça sort d'un livre, c'est pas eux qui l'ont choisi, bref, je sais pas. Mais elle est hyper populaire et tout le monde kiffe ça. Tout le monde kiffe parce que c'est la première fois qu'une petite de 1m55 rondelette est super adorée et est super star dans la société. Et je pense vraiment que dans n'importe quelle société, quand il y a quelque chose au niveau de la populace, bah ça va hyper fort se ressentir au niveau de la culture cinématographique, musicale, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça, là, ce que je suis en train de vous dire, ça se base pas sur des études, hein. C'est moi qui essaye de comprendre la chose, quoi. Et donc, j'ai l'impression que par rapport à la Corée du Sud, ben, comme la société est hyper dure, hyper discipline, perfection, standard de beauté, etc., etc., et ben, tout ce qui est chanteur, acteur, etc., etc., vont ne faire qu'amplifier ça. Et donc, quand on voit un petit peu les stars de K-pop, on se rend compte à quel point eux vont vraiment amplifier au maximum tous ces standards de beauté et ce culte de la minceur. Et c'est là que ça devient compliqué parce que du coup, c'est là que ça prend de l'ampleur, que eux-mêmes ont de l'influence, que ça va changer la société, qu'ils vont demander toujours plus, etc., etc. Au moment d'écrire cette vidéo, quand je suis arrivée au chapitre K-pop, je me suis rendu compte à quel point il y avait un monde qui s'ouvrait à moi. Et je me suis dit que pour les bienfaits de cette vidéo, il fallait que je fasse une partie 2 sur la K-pop, de manière à ce que je puisse travailler à fond la K-pop et surtout vous dédier une vidéo 100% à la K-pop parce qu'il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de choses qui sont problématiques et qui sont hyper fort liées à la santé mentale. Je ne le savais pas, enfin je savais un petit peu, mais pas à ce point-là. Et donc j'aimerais bien vous faire une partie 2 où je vous parle 100% de la K-pop. Pour cette vidéo, j'aimerais juste vous exprimer le fait que, bah bien évidemment, aujourd'hui, on a compris pourquoi il y avait ce culte de la minceur, de la beauté, de la perfection aussi ancrée dans leur société, que ça vient d'il y a bien plus longtemps, mais on comprend qu'aujourd'hui il y a une toute autre dimension qui s'offre à nous avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec les influences, les stars, etc., etc., que eux-mêmes vont jouer le jeu à fond de ces cultes très négatifs et que ça va amplifier hyper fort ces standards de beauté et que ça peut avoir des répercussions ultra négatives forcément parce que c'est des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vont regarder ces stars de K-pop et qui vont être hyper fort influencés et qui vont, ça va juste renforcer en fait ce mal-être général dans la
société. Donc pour conclure cette vidéo, les amis, je vous donne rendez-vous du coup pour une partie 2 dédiée 100% à la K-pop. Du coup, n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre. J'ai un peu du mal à conclure cette vidéo du coup parce que j'ai l'impression que c'est pas fini, ce qui est le cas à moitié. Mais donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez ce côté-là très sombre de la Corée du Sud? Je vous en avais un tout chouïa parlé dans ma vidéo sur l'histoire du mukbang. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner, je l'ai pas dit au début de cette vidéo parce que je suis un peu perturbée de pas être dans mon décor habituel. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.